Merci d'être avec nous pour cette deuxième journée d'échange et de débat sur le plateau d'U2P TV. Je rappelle que vous pouvez revoir toutes les émissions de la journée et celles d'hier sur u2p-tv.fr et sur les réseaux sociaux de l'U2P. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On compte sur vos visionnages, bien évidemment. De nouveaux invités pour une nouvelle thématique, faire face au retrait-gonflement des argiles et à ses conséquences sur le bâti public et privé. Puisque c'est vrai qu'avec la multiplication des épisodes de sécheresse ces dernières années, le phénomène s'intensifie et devient un véritable enjeu aussi bien technique qu'économique. Et on va essayer de mieux comprendre les mécanismes justement de ce retrait d'argile. Que peut-on anticiper en amont des projets? Quelles solutions mettre en œuvre sur le terrain? Et puis comment accompagner les particuliers et les acteurs locaux concernés? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir David Topiac. Bonjour. Bonjour. Député du Gers, coprésident du groupe d'études ruralité à l'Assemblée nationale, entre autres engagements dans différentes commissions et missions d'information. Pascal Rinaud est également avec nous, bonjour. Bonjour. Président de la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage, membre associé de l'U2P. Et Philippe Rosier est avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'Agence Qualité Construction. Philippe Rosier, justement, je commence avec vous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'est le retrait-gonflement des argiles et dans quelles conditions il se manifeste? Très bien, très brièvement. Donc en fait, il faut savoir qu'avec la sécheresse, en effet, ce phénomène s'est accentué. C'est un phénomène naturel. Il faut voir les sols argileux comme des éponges. Et donc qui normalement, en temps normal, avec une humidité, on va dire, relativement régulée, va fonctionner de façon régulière. Et donc on va avoir des phénomènes un peu d'humidité, de dessèchement, mais réguliers. Avec le phénomène de sécheresse, vous avez en fait une différenciation qui se fait. Et donc en fait, ces argiles vont se gonfler, se rétracter. Et l'effet que ça va avoir sur un certain nombre de bâtiments, c'est que ça va créer en fait une non-homogénéisation au niveau des sous-sols. Et donc ça va créer des ruptures au niveau des bâtiments. Et ça va essentiellement toucher donc des secteurs, presque la moitié des maisons individuelles en France. On parle de 10 millions de maisons individuelles. Et donc en fait beaucoup dans l'ancien, ou des maisons qui ont été construites avec des règles de construction qui sont anciennes avant la mise à jour des normes. Et donc vous avez un vrai risque en fait que le sol bouge de façon non homogène. Et donc votre maison au bout d'un moment, qui n'est pas suffisamment rigide, vous créez des fissures. Et vous avez potentiellement des risques très graves de fissuration et de fragilité et de risque de solidité pour la maison. Mais vous l'avez dit, effectivement, il y a des nouvelles normes, mais c'est fou qu'en fait, on ait l'impression que ce soit un phénomène assez récent et on se dit, mais qu'ont fait tous ceux d'avant? Est-ce qu'ils n'avaient pas cette conscience de l'argile et des aléas climatiques? Ils ont fait très bien, mais je pense qu'il y a eu quand même une accélération du phénomène et je pense que les professionnels ont pris conscience et les pouvoirs publics et on date de 2018 et la loi Elan, les obligations réglementaires qui ont été sur les études de sol. C'est vrai qu'on a toujours une démarche normative, les professionnels se sont mobilisés et puis il y a les pouvoirs publics qui ont accéléré quand même la prise de conscience vis-à-vis des professionnels et donc il y a eu une mise à jour des normes, une incitation réglementaire forte à réaliser des études de sol, des études géotechniques. Et donc nous, au niveau de l'Agence Qualité Construction, nous relevons les désordres, la sinistralité, et on voit que depuis une dizaine d'années, les mesures prises par les pouvoirs publics, les professionnels, ont des effets sur le neuf. On va dire que sur le neuf, il y a une véritable amélioration de la prise en compte du risque gonflement des argiles. On reviendra peut-être, c'est sur l'existant, aujourd'hui, qu'il y a encore des gros travaux à faire, puisque ces maisons-là ont été, et on parle de 10 millions de maisons, ont été construites avant. Alors justement, Pascal Rinaud, qu'est-ce qu'on peut faire sur le bâti déjà affecté? Rien. Non, non. non, justement, c'est l'approche que, comme tu dis, c'est pas facile parce que chaque cas est un cas, parce que les argiles sont complètement différentes dans tout le territoire en France. Alors souvent, nos entreprises artisanales travaillent par secteur, donc ils connaissent bien le secteur. Donc on a des habitudes de travail, mais normalisées, je dirais pas tout à fait quand même, surtout sur la réhabilitation. Donc déjà on va faire une première analyse, qu'est-ce qui se passe, parce que selon aussi dans l'année, parce que selon la pluviométrie, on a des terrains qui vont réagir complètement différents et on va peut-être pas arriver au bon moment pour travailler dessus. Donc tout ça, ça se passe aujourd'hui par expérience, surtout sur la réhabilitation. Voilà. Quelles sont les solutions qu'on a face à nous de réparation, de stabilisation, mais efficaces, là, demain? Donc les solutions, c'est des solutions qui sont connues de vieille date quand même. C'est des systèmes de drainage. C'est est-ce qu'on met le drain au pied du mur, est-ce qu'on met le drain plus loin selon les arrivées d'eau. Voilà, l'analyse, elle va être sur le terrain, simplement.
Voilà. David Topiak, on le voit, le changement climatique nous impose de repenser énormément de choses, et notamment donc au niveau du bâtiment public et privé. De quelle manière l'Assemblée prend en compte ces questionnements-là ? Alors, c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table parce que le phénomène de retrait-gonflement de l'argile, comme vous l'avez évoqué, est un sujet qui s'accélère et on voit que la sinistralité augmente de manière dangereuse. D'ailleurs, les parlementaires se sont appropriés le sujet depuis déjà de nombreuses années. Depuis, ont été mis en place les PPE, les plans de prévention du risque de retrait et gonflement des argiles, à côté de prévention du risque inondation aussi, qui ont été mis en place dans les documents d'urbanisme. Et on définit ainsi les zones sur lesquelles le risque est important et il y a des mesures de prévention à prendre. Voilà. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme le risque s'est accru, la sinistralité a explosé depuis de nombreuses années. Alors on travaille régulièrement, chaque année on fait un point avec la Caisse centrale de l'assurance qui nous fait un topo et elle nous a alerté il y a déjà 2-3 ans en disant qu'on allait dans le mur. La sinistralité augmentait tellement qu'on ne pouvait pas faire face aux enjeux d'indemnisation des sinistres qui apparaissaient chaque année. Donc il y a eu déjà des décisions qui ont été prises, les surprimes des contrats d'assurance habitation ont augmenté de manière significative, sont passés de 9 à 20% je crois. Donc on a créé des conditions aussi en termes budgétaires pour pouvoir faire face à ces indemnisations. Ça c'est un sujet qui a été appréhendé. Désormais, il y a le volet prévention. Donc, on s'est attaché l'année dernière, dans le cadre du débat budgétaire, à mettre en place une enveloppe de 30 millions d'euros qui devait permettre de mettre en place à titre expérimental l'accompagnement de certains ménages dans des territoires sélectionnés. Donc, il y en a 11 qui ont été sélectionnés. Le département du Gers, dont je suis le député, a été sélectionné parce que c'est celui qui est le plus touché en France sur les enjeux de retrait-gonflement des argiles. Je crois que c'est 97% de mon territoire qui est en zone de retrait-gonflement des argiles. Et donc, on essaie aujourd'hui d'identifier les ménages qui ont des maisons qui ont subi des dégâts qui sont sensibles au retrait-gonflement des argiles. On va les accompagner avec des diagnostics et mettre en place des travaux de prévention pour éviter qu'il y ait des désastres importants sur leurs habitations. Donc, on voit qu'on est au début sur la partie prévention, sur la partie accompagnement, parce qu'on a besoin d'accompagner nos concitoyens. Et c'est moins un enjeu désormais de construction neuve ou avec les périmètres de prévention du risque retrait-gonflement des argiles, on a bien posé les bases avec les études de sol G1, G2 qui sont obligatoires, avec derrière des solutions techniques, des micropieux ou autres qui viennent étayer la mise en œuvre technique de maisons par rapport à des enjeux de sol. Par contre, sur les maisons anciennes, on a tout un passif à régler et là, il va falloir mettre un peu d'argent sur la table pour les accompagner dans les enjeux de prévention, d'adaptation sur les enjeux de végétalisation, d'arbres qui sont trop près, d'écoulement des eaux pluviales, de traitement des eaux usées. Ce sont tous ces sujets qui sont intimement liés au problème de retrait-gonflement des argiles. J'ai l'impression, mais vous allez me corriger si je me trompe, que c'est un sujet qui n'est pas forcément très connu du grand public. Et je me dis que pour des maires qui vont peut-être arriver là, en 2026 à la mairie, vont peut-être se retrouver face à ce lexique un peu barbare, retrait-gonflement des argiles. Vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc de quelle manière vous travaillez les uns et les autres pour sensibiliser les communes à ce problème-là ? Alors, c'est peut-être encore mal connu et pourtant, chaque fois que quelqu'un achète une maison, il a à l'acte notarié tous les risques. Je pense que le problème, c'est qu'il y en a tellement et que l'acte d'achat n'étant pas le plus rationnel du monde, les gens ont tendance à finalement ne pas s'arrêter parce que ça met en péril un projet familial, personnel, qui du coup ne s'arrête pas. Et si vous l'avez fait l'expérience récemment, voilà, il y a beaucoup de choses. Et donc je pense qu'en fait les gens n'ont pas toujours cette démarche d'identifier le risque. Et puis le vendeur, il n'a pas intérêt parce que ça va réduire le prix de sa maison. Donc en fait, il y a une sorte de conjonction. Et moi je pense, mais là je m'exprime à titre personnel, qu'il faudrait en effet une meilleure sensibilisation au moment de la mutation et de l'acte d'achat. Ça ne règle pas tout. Mais évidemment, ça permettrait, nous, vous savez aussi qu'il y a un enjeu de rénovation énergétique, donc on donne aux professionnels, aux élus des outils pour aussi avoir une rénovation énergétique performante. Il faut aujourd'hui intégrer les risques naturels, la résilience climatique. Donc c'est tout cet ensemble. Et si les gens, au moment de l'acquisition, avaient une connaissance et lisaient, parce que vous allez sur le portail Géorisque,
vous voyez très clairement aujourd'hui, vous avez ce portail qui est très bien fait. Donc aujourd'hui, les outils de sensibilisation, je dis, en prévention, on a encore du travail. Mais monsieur le député l'a dit, on y travaille. Nous, on fournit des outils avec les professionnels. On est en train de faire des programmes d'expérimentation avec le CEREMA, un programme qui s'appelle CFRGA. La MRN des assureurs, la mission risque naturel, fait aussi initiative sécheresse. Donc on est en train d'outiller. Mais c'est vrai qu'il y a un risque sur 10 millions de maisons. Les gens qui habitent, les gens qui achètent devraient en effet être encore mieux sensibilisés au risque parce que, monsieur le député l'a dit, il y a des mesures de prévention qui ne sont pas forcément très coûteuses, qui auraient un vrai intérêt, mais il faut mobiliser dans l'acte de dépenser quand même de l'argent parce qu'il va y avoir des injonctions contradictoires, il va falloir peut-être supprimer un arbre, le reculer de la maison parce qu'il pompe de l'eau. Vous avez vu, tout l'enjeu, c'est de maintenir une humidité à peu près constante sur le terrain, donc repousser un drain, créer une peut-être dalle de circonférence, donc ce n'est pas des gros travaux, et vous diminuez fortement le risque, mais comment pousser les habitants, les occupants, au moment de l'achat, au moment où ils habitent, à faire ces travaux, alors qu'ils ont un autre projet personnel. Oui, c'est ça. Comment on aide les ménages à arbitrer? Et quand il y a une vente de maison, il y a un DPE, par exemple, on regarde si l'assainissement fonctionne, mais jamais on ne regarde s'il y a les fissurations de la maison. Et quand on achète un terrain nu aussi, Oui, aussi. Mais par contre, quand on achète un terrain nu, ça veut dire qu'on va faire une construction neuve. Systématiquement, aujourd'hui, on a quand même une étude de sol. Déjà, il y a beaucoup moins de risques. Oui. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, donc aujourd'hui, les constructions d'aujourd'hui sont quand même mieux adaptées. Et je pense que dans quelques années, on n'aura plus ce phénomène de fissuration sur les maisons existantes. On est plus sur les maisons des années 80 où ça a été un petit peu vite en construction, avec des parpaings, pas de la pierre. Donc c'est là qu'on a des soucis aujourd'hui sur ces maisons-là. Parce que les vieilles maisons en pierre, on a quelques soucis, mais la maison, elle est encore un petit peu flexible. Et les anciens, ils savaient où fallait construire. Ils connaissaient leur terrain. Puisqu'aujourd'hui, à un moment donné, on a construit un petit peu partout. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est mieux organisé pour ça, pour l'avenir. Et sur la sensibilisation des maires alors, des nouveaux maires qui risquent d'arriver en 2026, je vous poserai la question également. Alors la sensibilisation, c'est plus de dire aux maires, vous allez voir, il y a des gens qui vont venir vous voir. Parce que quand ils vont acheter une maison, la fissure, tous les jours, elle s'agrandit, alors qu'elle ne bouge pas. Mais tout de suite, on va aller voir le maire pour voir si sa maison, si sa commune, elle a été en sinistre, voilà, pour demander un petit peu d'argent pour faire réparer, n'est-ce pas? Allez-y. C'est ça. Oui, alors la sensibilisation est importante. On est justement en moment de renouvellement avec les élections municipales qui arrivent au printemps. Moi, j'incite les élus à se plonger dans leurs documents d'urbanisme. En annexe, ils retrouveront tous les plans de prévention des différents risques, inondations et retrait-gonflement des argiles. Et là-dedans, ils retrouveront aussi des règles qui sont établies, qui permettent de faire de la prévention et de limiter le risque. On évoquait la végétation, on évoquait l'écoulement des eaux, voilà, de maintenir une stabilité au niveau de l'humidité des sols. Donc ça, c'est important. Donc ils doivent s'approprier le sujet pour jouer aussi le rôle de conseil dans le cadre de l'urbanisme. Même si sur les autorisations que l'on délivre en mairie, il y a écrit vu, le plan local d'urbanisme et les différents risques, bon, le vu c'est bien, mais c'est bien aussi d'expliquer aux citoyens qui viennent construire ou qui viennent acheter une maison. Alors quand ils construisent, c'est moins compliqué parce qu'aujourd'hui on a un cadre défini. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les élus soient hyper sensibilisés au sujet du sinistre. C'est-à-dire que quand on va avoir un été très sec ou des alternances de sec et de pluie, de sécheresse et de pluie, derrière, vous allez commencer à avoir 2-3 citoyens qui vont arriver avec des fissures sur leur maison. Et là, il est important que le maire fasse de la com, parce que pour que le dossier puisse être consistant, il faut qu'on ait plusieurs dossiers à remonter. Première chose, c'est-à-dire qu'il y a une phase de dépôt de dossier à mairie. Donc on va déposer auprès de sa mairie un dossier, auprès de la secrétaire, qui l'enregistre. Et quand la secrétaire a quelques dossiers, on transmet. Il y a ensuite une évaluation, une déclaration qui va être faite au niveau communal, transmise au service de l'État. Et ensuite, il va y avoir une évaluation basée sur les données de Météo France qui va déterminer si nous sommes dans un cas de figure par rapport aux données météo qui justifie un classement en catastrophe naturelle. Et derrière, l'arrêté qui sort. Donc, c'est une procédure qui est un peu longue, qu'on doit appréhender en tant qu'élu local et qu'on doit accompagner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelques dossiers sont déposés, il ne faut pas hésiter à communiquer largement sur la commune auprès de ses concitoyens en disant « Attention, on a quelques cas qui sont remontés. Si vous avez des fissures sur votre maison liées à un phénomène récent, venez à la mairie pour le signaler parce qu'on va avoir des dépôts de dossiers. » Donc ça, c'est important. Et après, une fois que l'arrêté... il y a des choses assez particulières. Quand l'arrêté sort, vous avez 20 jours, je crois, je ne sais pas, il y a un certain nombre de jours. C'est assez court
pour déclarer votre sinistre final auprès de votre assurance. Et là, il est important qu'il y ait une communication claire et efficace par la presse sur les panneaux d'affichage. Parce qu'on reprochera toujours au maire de ne pas avoir communiqué si l'arrêté sort. Et nos concitoyens ne regardent pas le journal officiel tous les jours. Ben c'est ça. Est-ce qu'il existe des aides et des dispositifs publics pour financer les travaux si toutefois il y en a besoin et quels sont ces dispositifs ? Alors, monsieur le député a parlé de l'initiative qui a été prise là récemment de débloquer une enveloppe de 30 millions sur 11 départements. Je crois qu'il y a un 12e qui va bientôt s'ajouter, mais je crois que voilà, ça fait partie. Après, c'est vrai que sinon, non, nous on porte à connaissance, ça reste aujourd'hui dans la relation finalement de l'occupant avec son assureur, avec son banquier au moment de l'acquisition. Il y a un gain, mais c'est vrai qu'il est compliqué à évaluer. Parce que le risque, tant que, tu l'as dit, tant qu'il n'y a pas la fissure, tant qu'il n'y a pas un côté concret, quand vous devez arbitrer, aujourd'hui, la performance énergétique, je faisais le repas, on a sa facture. Donc on voit bien, le gain que l'on espère. Là, aujourd'hui, prendre un certain nombre de dispositions, dépenser des dizaines de milliers d'euros par rapport à un risque, c'est toujours la question de la culture du risque et de la réalité. Donc il faut qu'on continue, mais non, il faut faire appel à des professionnels. Il faut au moment de chaque acte important d'achat, de construction, être vigilant et voir un petit peu ce qui se passe. Tous les acteurs publics aujourd'hui et privés sont convaincus, mobilisés. Mais il faut simplement que le particulier, on parle parce que les professionnels, je pense aujourd'hui, sont plus outillés pour faire face au RGA. Et ils doivent en effet développer cette culture du risque et de prise en compte du risque. Et c'est un investissement gagnant, mais il n'y a pas la facture énergétique qui vous donne ce résultat. Et je pense encore qu'on pense être assuré. Et donc voilà, on se dit que c'est bon, mais on ne se rend pas compte que ça met en péril le risque. Ça relève du régime catastrophe naturelle. En 2022, où on a eu un été très sec, on a eu une explosion, c'est 3 milliards de coûts. Et donc ça met en péril. Donc en fait, la 23 était pluvieux, 24 un peu. Donc comme souvent, après une canicule et puis il fait moins chaud, donc on se dit ça va passer. Mais potentiellement, suivant les scénarios, c'est 50 à 150% d'augmentation. Donc le régime ne sera pas viable. Donc à un moment, les gens ne seront plus assurés. Parce que les assureurs, ils assurent tant que l'aléa est relativement... ça reste un aléa. Si ça devient sûr, c'est plus assurable. Donc évidemment, c'est un discours qui n'est pas hyper positif, mais c'est peu d'investissement encore aujourd'hui possible. Mais il faut faire cet arbitrage. Donc il faut qu'on continue à sensibiliser et à convaincre. Et en effet, tout ne passera pas par des aides publiques. C'est évident, on le sait bien. Justement, Pascal Rinaud, pour conclure, quand on appelle cette émission « Faire face au retrait-gonflement des argiles et à ses conséquences », comment on fait alors selon vous ? On essaye de prendre le sujet à bras-le-corps. Donc, en ce moment, on se réunit tous parce que avant, avec l'assainissement individuel, par exemple, on a réussi à monter des chartes partout en France pour faciliter justement le pouvoir du maire vis-à-vis des achats des particuliers. Donc là, c'est ce qu'on fait. On est avec l'AQC, avec les maires, avec les entreprises de travaux publics, de tout mettre sur la table, de comparer toutes nos expériences pour essayer de faire remonter des choses et sortir quelque chose au bout qui est concret. Parce qu'aujourd'hui, c'est surtout sur la réhabilitation qu'on a un manque de concret. Tout ce qui est neuf, c'est bon. On a les études de sol, ça va marcher. Mais là, on a tellement de travail, parce qu'il y a beaucoup de réhabilitation en France, parce que le bâti existant, on veut s'en servir. La loi ZAN fait qu'on se sert surtout de l'existant. Donc là, aujourd'hui, c'est un travail ensemble. Et puis c'est justement pour que à l'avenir, le particulier est protégé et que le maire n'est pas embêté. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur le plateau du 2PTV pour parler de ce sujet. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve tout de suite, évidemment, pour un nouveau rendez-vous sur U2PTV.